Bien, bonjour à tous. Donc, il est 14 heures. Juste à l'heure pour le démarrage de ce premier webinaire partenariat entre l'ATF et Ming. Je vois qu'il y a quelques participants qui sont déjà en ligne. Donc, on vous remercie. Donc, moi, je suis Laurent Ornez. Je suis principal chez Ming, donc dans l'équipe énergie. En charge de cette activité. On pourra être amené à y revenir si vous le souhaitez. Et donc, j'ai à mes côtés Josepha. Bonjour à tous, donc Josepha Fleury, je suis manager au sein de l'équipe énergie dans l'équipe de Laurent. Voilà, donc on a préparé ce webinaire à destination effectivement des membres de l'ATF. Donc, c'est fait en coordination avec Guillaume Allard qui normalement est présent. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez et si le cas échéant, vous pouvez peut-être intervenir, dire quelques mots pour introduire ce webinaire avant que nous démarrions formellement. Pas de souci, merci Laurent. Donc, bonjour à tous, donc Guillaume Allard. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le président de l'ATF donc depuis maintenant 1 an, et puis dernièrement nous avons renouvelé mon mandat durant l'AG il y a 15 jours, donc encore au moins pour 1 an. C'est le premier aujourd'hui webinaire que l'on fait en partenariat avec Hemming. Alors nous avons signé un partenariat donc cette année avec Hemming dans le but de répondre à une des missions de l'ATF, qui est d'informer et de réunir ses adhérents et les fonderies. Alors on a choisi divers sujets pour pouvoir créer des webinaires dédiés principalement à l'activité fonderie. Celui-ci est le premier sur l'approvisionnement d'électricité. On en aura d'autres. Dans 1 mois, ce sera sur le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation. Comment les fonderies peuvent-elles s'en servir? Et puis, on a pour novembre un webinaire sur les ressources humaines qui concerne tout ce qui est la gestion des arrêts de travail, etc. Donc voilà, donc je fais très rapide. L'objectif pour nous à travers ces webinaires, c'est vraiment d'apporter aux fonderies de l'information utile, pratique, vraiment dédiée. Et voilà, donc écoutez, c'est le premier. Merci d'y avoir répondu. Je vais redonner la parole à Laurent pour commencer le webinaire. Et puis, j'espère que ça vous plaira et ça vous sera utile. N'hésitez pas à nous faire des retours. J'en profiterai moi pour vous contacter après pour avoir votre retour, pour voir ce qui est améliorable, s'il y a. Et puis voilà. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis Laurent, je vous laisse la parole à nouveau. Parfait, merci beaucoup pour cette introduction. Effectivement, donc on va reprendre le fil de ce webinaire, donc qui a vocation à passer un peu de temps ensemble, on va dire l'équivalent d'à peu près 1 heure, jusqu'à 15 heures. Alors, a priori, vous n'êtes pas très nombreux donc, parmi l'auditoire, donc faut surtout pas hésiter. On a permis l'activation des micros à distance, donc du coup, par défaut, ils sont coupés, mais vous avez la main pour l'activer vous-même. Donc, l'idée, c'est que comme vous n'êtes pas excessivement nombreux, l'idée c'est que ça puisse être le plus interactif possible. Donc on a préparé un support et derrière je vais vous afficher le sommaire de ce qu'on a prévu qui est ici. Mais globalement, n'hésitez pas. Voilà, le support qu'on vous a préparé avec Josepha a vocation à nous permettre d'échanger au maximum et puis potentiellement de répondre à vos questions. Donc voilà, tous ceux qui sont désireux de prendre la parole, de poser des questions, votre micro est activable. N'hésitez pas, il y a aussi un système de chat si vous n'osez pas, mais en tout cas, voilà, le but, c'est que ça vous soit, comme le disait Guillaume, le plus possible intéressant pour vous. Donc, on a vocation, comme je le disais, donc à parler de fourniture d'électricité. Donc, vous voyez sur cette première page, j'espère que ça s'affiche bien de votre côté. Hein. Faites-moi signe sinon si vous avez des soucis. Donc, de parler de différentes pistes d'optimisation pour optimiser votre facture d'électricité, évidemment encore plus dans le contexte actuel avec l'explosion de la hausse des prix de fourniture. Et évidemment, on sera amené à y revenir. Donc, on va parler de la fourniture
pas mal quand même. On parlerait aussi un petit peu de l'acheminement les taxes, puisque, comme vous le savez, la fourniture représente grosso modo 50% d'une facture. Alors, bientôt, elle représentera un peu plus, mais voilà. Donc, et on va surtout au niveau de la partie fourniture s'intéresser aux différentes stratégies d'achat, différentes méthodologies d'achat de cette commodité qui est bien particulière, puisque c'est un marché boursier. Donc, on verra vraiment les différentes sources possibles, avec aussi un lien avec l'énergie verte, un élargissement notamment avec les PPA à la fin, vous verrez ça. Donc, on dira quand même quelques mots sur l'acheminement et les taxes à la fin pour aussi optimiser globalement votre facture. Donc, je disais à peu près 3/4 d'heure en soi d'exposé, mais le but, c'est qu'encore une fois, vous soyez ce soit le plus interactif possible. Donc, je ne connais pas non plus, c'est la difficulté de l'exercice quand je ne sais pas qui est présent et quel est votre niveau de préoccupation, quel est votre niveau de maturité en la matière, quelles sont vos problématiques particulières. Donc, on a ce support qui est là pour étayer nos échanges. Donc, on va le parcourir, mais encore une fois, interrompez-nous, c'est le but, et partagez-nous vos problématiques. Donc, sur ce sommaire, on va dire quelques mots sur l'approvisionnement en électricité. Donc, quelques grands rappels, on va aller assez vite là-dessus. On parlera aussi, donc, on s'intéressera un peu aux évolutions des prix de marché pour voir si on peut en tirer des enseignements sur les évolutions de prix, sur les périodes, les différents types d'indices et autres. On rentrera dans le vif du sujet sur les achats structurés, quels sont ces achats structurés, de quoi ils sont constitués, comment les choisir, comment on fixe son prix quand on a des prix à clic ou des prix indexés. Et puis après, comme je vous le disais en préambule, au-delà de la partie fourniture, on s'intéressera aux autres composantes de coûts, que ce sont l'acheminement et les taxes. Donc, je suis accompagné, comme on l'a dit en préambule, de Josepha. Et donc, c'est Josepha qui va attaquer cette première partie sur la partie décomposée, enfin, quelques enseignements. Qu'est-ce que c'est que l'approvisionnement en électricité? Oui, alors effectivement, sur cette slide, le but, c'est effectivement, quand on parle d'approvisionnement en électricité, savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Donc, vous avez sur cette slide, en fait, une courbe de charge qui représente la consommation d'un site. Ici, on va avoir 2 semaines qui sont représentées. Donc, vous voyez sur la partie gauche, donc on va détailler la partie marché pur, et sur la partie droite, on ajoutera la nuance qui correspond à l'AREN. Donc, sur la partie gauche, vous avez dans le bas la partie qui est assurée, ce qu'on appelle le bandeau baseload. C'est la consommation de bandeaux toute l'année d'un site qui est constante et qui peut être représentée par un bandeau. Et ensuite, vous voyez que le haut, donc tout ce qui est les crêtes qui sont au-dessus, elles sont divisées en fait en peak load, qui sont généralement les consommations de jour, et le base load, qui sont les consommations restantes de week-end et hors journée. Donc, c'est comme ça que se décompose un prix. Donc, quand un fournisseur vous donne un prix de fourniture, il va chercher pour vous du base load, du peak load, en fonction véritablement de votre profil de consommation. Et sur la partie droite, vous avez ce qui correspond à la même chose, mais avec la nuance qui correspond à l'AREN. Vous voyez, l'AREN, c'est effectivement un bandeau également, mais qui est généralement, dans la plupart des cas, inférieur au bandeau base load. Donc là, dans ce cas précis, un fournisseur qui va vous donner un prix qui intègre de l'AREN, il va intégrer ces différents éléments, AREN, base load, peak load, également en fonction de votre propre profil de consommation. Alors, pour acheter sur le marché, c'est pour acheter ces différents éléments. Voilà les différentes manières que vous avez pour vous approvisionner sur le marché. Donc, soit vous avez la possibilité de vous approvisionner sur le marché à terme. Donc, si vous achetez des produits base load et peak load sur des différentes granularités. Donc là, c'est vous achetez sur du futur. Donc, en fait, vous allez acheter, par exemple, pour une année entière, ou pour un trimestre, ou pour un mois, ou pour une semaine. Et généralement, ce sont des achats qui se font par un prix de 1 MW, voire de 0,5 MW en fonction des fournisseurs. Et vous pouvez obtenir pour cela des cotations, ce qu'on appelle OTC, Over the Counter, ou Settlement Price. Donc, OTC, c'est les échanges de gré à gré qui ont lieu sur la journée. Et Settlement Price, c'est le prix général qui est publié en fin de journée en tant que référence des prix de la journée. Vous avez ensuite la possibilité de vous approvisionner à l'AREN.
Alors peut-être un mot sur l'AREN. Comme le disait Laurent, c'est difficile de connaître le niveau de maturité de chacun. Donc on va repréciser ce qu'on entend par AREN. C'est l'accès régulier à l'électricité nucléaire historique. C'est l'obligation qu'a EDF de vendre une partie de sa production aux fournisseurs alternatifs. C'est une démarche qui avait été faite à l'origine à l'ouverture des marchés pour permettre aux fournisseurs alternatifs de disposer de prix aussi intéressants que ceux qui étaient capables de faire EDF et de permettre une meilleure ouverture du marché. Donc, c'est un mécanisme qui perdure aujourd'hui. EDF continue de commercialiser cette part de sa consommation à un prix qui est fixé à 42 € par mégawattheure. Tout type de consommateur peut avoir accès à cette arène, à une part qui est vraiment relative à son profil de consommation. On a des sites qui sont en mesure d'obtenir des parts arènes proches de 100%, voire même dépasser les 100% d'arènes. À l'inverse, il y a des entreprises qui vont avoir des taux plutôt à 80, 90, 60% de mégawatts, 60% de consommation à l'arène. Donc ça vient compléter cette partie baseload et peak load. Ensuite, vous avez la partie marché spot. C'est vrai qu'on entend de plus en plus parler. Vous suivez, si vous êtes connecté ici, vous suivez probablement les marchés de l'énergie. Vous savez qu'en ce moment, ils bougent énormément. On est sur des tendances qui sont très particulièrement haussières et de jour en jour, on voit que les prix continuent de monter. Donc, à cet effet, c'est vrai que les consommateurs recherchent on va dire des pistes d'optimisation de leur approvisionnement. Et une des pistes, c'est aussi de passer par le marché spot. Donc là, on est sur des achats de la veille pour le lendemain. On a des cotations qui sont disponibles chaque heure et ça reflète véritablement en temps réel le marché. Mais par contre, là, on est sur un marché qui est beaucoup plus volatile à tel point qu'on peut même avoir des prix négatifs parfois. Donc, on est sur un marché qui est différent du premier marché dont je vous parlais juste avant, qui est le marché à terme. Et enfin, le quatrième élément dont on voulait vous parler sur cette partie approvisionnement, c'est le Corporate Power Purchase Agreement. Ça, c'est la possibilité d'établir un contrat directement avec un producteur ou d'énergie verte ou un agrégateur. Mais là, on supprime en quelque sorte un intermédiaire et on va être lié directement à un producteur d'énergie verte. Donc là, on est sur une approche qui est différente puisque le coût n'est plus dépendant du marché, mais c'est véritablement le coût de revient de la centrale de production d'énergie verte qui va vous être facturé. Donc ça permet de se décorréler des effets de marché. On est généralement sur des visions, soit on peut partir sur des visions à moyen terme, sur pourquoi pas 3 ans, 3, 4, 5 ans, mais on peut aussi partir sur des visions très long terme, à 10, 15, 20 ans. Et ça permet de s'approvisionner différemment. On en reparlera tout à l'heure éventuellement en fin de réunion pour ouvrir sur ce sujet. Comme le disait Laurent, n'hésitez pas si vous avez des questions. Levez la main ou vous avez les micros, la possibilité d'ouvrir les micros. On reste à votre écoute. Alors, depuis, donc là, on a une petite partie sur laquelle on voulait revenir. C'est vrai qu'on a une expérience sur les marchés de l'énergie et on a fait différentes études avec le temps pour essayer de comprendre comment se comportait le marché et de fournir des réponses à nos clients. Et c'est vrai qu'une des premières questions forcément qui se pose, c'est quand est-ce qu'il faut acheter et notamment quand est-ce qu'il faut acheter dans l'année. On a toujours, vous savez, des idées reçues, on pense, par exemple, des choses qu'on entend souvent, il faut mieux acheter l'été parce que les prix vont être plus bas, ou il vaut mieux acheter, c'est vrai, début janvier ou au printemps, on a vu des grosses baisses. Vous avez ici sur cette slide, en fait, les courbes des prix année par année depuis 2012. Et en fait, quand on regarde les courbes les unes après les autres, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de vérité. En fait, il n'y a pas d'une année sur l'autre. On n'est pas en mesure de dire il vaut mieux acheter l'hiver, l'été, en janvier, en février, en juillet, en septembre. C'est malheureusement parce qu'on aimerait bien avoir des éléments pour nous permettre de se positionner. Et c'est vrai que si on savait que, par exemple, tous les mois de juillet, c'était plus intéressant, on pourrait attendre ce moment-là. Mais le fait est que les prix de l'énergie, que ce soit l'électricité comme le gaz, on parle d'électricité, mais c'est vrai que les prix d'énergie, ils évoluent chaque année et on se rend compte au fil de nos études que les drivers changent, c'est-à-dire qu'on va le montrer juste après, mais on a un marché qui a été récemment très poussé par le CO2
mais c'était finalement assez récent. Avant, c'était d'autres éléments qui poussaient le marché. Et comme c'est des choses qui changent, qui peuvent être amenées à changer chaque année, du coup, on ne détecte pas de saisonnalité. Alors, ensuite, vous avez ici les écarts de prix entre les base load, entre les différentes années. Donc, on est sur la courbe uniquement base load. Et on voulait vous montrer un phénomène un peu spécifique qu'on appelle backwardation et contango. Alors, le contango, c'est la situation, on va dire, peut-être la plus normale, qui signifierait qu'au plus on achète loin dans le temps, au plus c'est cher. Donc, par exemple, ce serait plus cher d'acheter pour 2023 que pour 2022. Donc, c'est une situation qu'on a pu observer par le passé. Vous voyez ici sur la fin de la courbe, vous voyez cette exponentielle, c'est la situation de marché actuelle, où on est ce qu'on appelle en situation de backwardation, c'est-à-dire que c'est l'année finalement 2022 qui est la plus chère, et bien plus chère. On est sur des écarts de prix, je peux la montrer sur la slide suivante, mais aujourd'hui on dépasse 40 € du mégawattheure entre l'année 2022 et l'année 2023. Donc ça, c'est un phénomène qui est important à prendre en compte dans vos approvisionnements. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez sur cette courbe, effectivement, vous avez la courbe en haut qui est foncée, qui correspond à 2022, qui est très très chère. En revanche, vous pouvez dès à présent acheter 2023 et 2024. C'est des années qui sont moins chères. Faire la moyenne, ça permet de lisser les prix sur votre contrat. C'est-à-dire que si vous achetez, vous faites un contrat sur 2, 3, 4, voire même vous pouvez aller jusqu'aujourd'hui, jusque 2025. Vous êtes en mesure de lisser le prix sur ces 3 années ou 2 ou 3 ou 4 années et du coup de diminuer l'impact, de diminuer la première marge. Alors certes, après, vous avez un prix qui est stable sur les 3 années et peut-être un peu plus cher en 2023 que ce que vous auriez pu avoir, mais ça permet de diminuer la marge que vous aurez à franchir au 1er janvier 2022 qui risque d'être très importante si vous n'avez pas encore couvert pour cette période. Et donc, enfin, alors oui, j'arrive sur le point dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, mais c'était important de revenir en détail dessus. Vous avez sur cette slide 2 courbes, la courbe du haut qui correspond au prix de marché en base load, en N+1, et en dessous, la courbe qui correspond au quota de CO2. Et vous voyez que c'était des courbes en fait qui se comportaient un peu de manière indifférente l'une et l'autre. Mais depuis quelques temps, on voit les effets de marché de la courbe du CO2 qui s'impactent directement sur les prix de marché de l'électricité. Alors, on a fait un travail de régression linéaire pour détecter la corrélation entre ces deux éléments, le CO2 et le marché de l'électricité. Et vous voyez que tout ce qui concernait la période amont, on avait assez peu de corrélation. Et en fait, depuis quelques temps, on voit qu'il y a une corrélation qui se resserre, comme vous le voyez sur le graphe. Et même depuis quelques temps, c'est même décorrélé, c'est-à-dire que il y a eu une relation très forte entre ces deux éléments, mais qui est de moins en moins forte. Et aujourd'hui, probablement que c'est le gaz qui est en train de prendre le relais sur l'impact qu'il peut avoir sur le marché de l'électricité. Et donc aussi une slide ici, vous avez la courbe en bleu qui correspond au prix. Donc on est toujours sur cette courbe de marché de prix d'électricité depuis 2013 jusqu'à 2021. Et vous avez sur une courbe bleue un peu plus foncée qui correspond à la moyenne de ce prix de marché de chaque année. Donc c'est les deux courbes bleues. Et on a rajouté la courbe rouge qui correspond à la moyenne des prix spot de chaque année. Et ce qu'on peut voir, c'est que sur ces dernières années, il y a eu plus d'années pendant lesquelles le prix spot était plus intéressant que le prix en futures. Ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que globalement, quand les prix de marché étaient hauts, finalement, les prix spot étaient plutôt à la baisse. Donc, la question se pose beaucoup pour l'année prochaine, puisqu'on a eu des prix très hauts toute l'année. Donc, est-ce que ça veut dire que l'année prochaine, sur le marché spot, on va avoir des prix plus bas? C'est des questions qu'on se pose beaucoup, c'est des échanges qu'on a beaucoup avec nos clients, notamment puisque la question aujourd'hui, pour des clients qui n'auraient pas couvert encore leurs besoins pour 2022, c'est vrai que l'idée, c'est de pouvoir étaler les risques sur les différents produits disponibles. Et donc, pourquoi pas étaler une partie sur les couvertures à faire d'ici la fin de l'année, sur des couvertures en futur,
et laisser une partie sur du spot qui permet d'étaler vos risques, si vous voulez, de ne pas tout mettre vos œufs dans le même panier, entre guillemets, et de se dire peut-être que le marché spot sera mieux l'année prochaine, peut-être qu'il sera moins bien, mais en tout cas, le fait de garder un peu de spot, finalement, ça permettra d'étaler un peu vos risques et de diminuer et d'avoir une possibilité de diminuer cet impact marché. Merci Josépha. Donc on poursuit après ces 2 premières parties consacrées donc aux enseignements du passé, et pour rentrer effectivement plus dans le vif du sujet de la partie achat structuré, en s'intéressant aux différents types de produits que vous pouvez négocier avec vos fournisseurs. Donc on va y aller crescendo avec déjà une première vision simple, comme on l'a présenté Josépha, d'achat de répartition de base et pic sur les marchés, avec un prix qui serait fixé à la signature et qui serait applicable sur la durée de votre contrat, des différentes années négociées. Alors vous voyez en bas à droite, un certain nombre de barres horizontales avec un curseur qu'on positionne avec différents sujets, complexité, implication, maturité, exposition au risque, captation d'opportunités. Donc les curseurs, c'est nous qui les avons positionnés. Alors il y a une part de subjectivité là-dessus. Donc c'est tout à fait challengeable. Voilà, on va essayer de le justifier plus ou moins à chaque fois. Mais évidemment, si vous avez le droit d'avoir un avis contraire. Donc typiquement, sur cette première approche, en termes de complexité, de maturité, c'est l'approche très simple. C'est vous avez un contrat, une proposition d'un fournisseur, vous le signez, ça s'applique pour la durée du contrat, et puis vous réfléchissez pas plus que ça. Alors a priori, en termes d'exposition au risque, on le met même à un niveau élevé parce que ça sous-entend qu'entre le moment où vous le signez et ensuite le démarrage de votre contrat, voire de chacune des années contractuelles que vous avez signées, donc ça peut être 22, 23, 24, 25, vous considérez que les prix ils seront toujours plus élevés qu'aujourd'hui. Puisque, a priori, si vous pensez qu'à un moment donné, le prix de marché va rebaisser, ça reviendrait à dire qu'il aurait mieux valu attendre. Donc, potentiellement, l'exposition au risque, elle est importante parce que, ça, encore une fois, c'est faire le pari que là, entre le moment où vous signez et le démarrage de chacune des années contractuelles, potentiellement pour plusieurs années, le prix va être plus élevé. Alors, il se trouve qu'en ce moment, le prix ne fait que monter effectivement, donc et en regardant dans le passé, c'est toujours facile. Il eût mieux valu signer en début d'année, voire l'année dernière pour les années à venir, mais les années passées, comme on a pu le voir, ne laissaient pas forcément présager une telle envolée des prix actuels. En termes de captation d'opportunités, là c'est pareil. Alors on a mis un curseur un peu plus limité dans le sens où, évidemment, si les prix actuels sont très bas, ça peut être une opportunité à capter et figer les prix dans la durée. Si les prix sont élevés, on prend quand même le risque, effectivement, de tout positionner à l'instant T et finalement de se priver d'éventuelles opportunités qui arriveraient plus tard. Une version un petit peu différente, c'est on intègre de l'arène. Alors évidemment, là en ce moment, la question ne se pose pas. Josépha a présenté l'arène. Donc votre marché comprend une part de base et de pic et d'arène. Là, on est sur un niveau de complexité un tout petit peu plus supérieur parce que vous savez qu'il y a notamment cette complexité liée à l'écrêtement arène, puisque l'arène est limitée à 100 TWh et qu'il ne sera pas augmenté. Le gouvernement en a fait l'annonce il y a quelques jours. Donc, ça veut dire que vous subissez l'écrêtement, que vous subissez les effets de rachat de prix, qui peuvent être négociés avec votre fournisseur, que vous pouvez anticiper en essayant de vous couvrir en achetant les volumes à l'avance, en renonçant à une partie de l'arène, en souscrivant des assurances. Donc, il y a un certain nombre de mécanismes. Donc, un niveau de complexité d'application un petit peu plus fort. La maturité est un tout petit peu plus forte, bien sûr, parce que vous pouvez encore une fois, jouer un petit peu avec ces mécanismes arène. Mais pour autant, ça reste un prix qui est fixé à la signature et vous vous exposez au risque avec un risque très fort, puisque, encore une fois, là, il y a en plus l'évolution du prix de l'arène, l'évolution du prix d'écrêtement, donc c'est assez compliqué. Mais quand le marché est au-dessus de l'arène comme actuellement, évidemment, il n'y a pas de question à se poser. Il faut évidemment avoir de l'arène. Là, on rajoute effectivement la partie écrêtement. Si on rentre un petit peu encore dans la complexité sur les différentes possibilités, on peut introduire ce qu'on appelle les prix à clic, alors avec en plus un swap arène. Alors l'idée dans cette approche, c'est d'avoir un prix
que vous sourcez intégralement au marché avec différentes prises de position. C'est-à-dire qu'au lieu de tout fixer le prix à la signature, vous n'êtes pas sur du spot, c'est-à-dire que vous avez toujours un contrat en prix fixe pendant l'exécution de votre contrat, mais votre prix, au lieu de tout figer à l'instant T, votre prix, vous le moyennez à différents moments, à des moments que vous allez choisir, si possible à des moments opportuns, pour essayer de lisser les aléas, les évolutions de prix. Alors, l'intérêt de le faire quand vous le faites sur l'intégralité de votre volume comme ça, c'est que vous pouvez avoir plusieurs clics. Donc, Joseph l'a dit en préambule, hein, mais en général, les clics, c'est 0,5, c'est 1 MW ou 0,5 MW. Donc, en fonction de votre volume de consommation, évidemment, le nombre de clics peut être amené à être limité, surtout si vous avez beaucoup d'arènes. Si vous avez des profils très plats, comme c'est possible que vous en ayez dans votre activité de fonderie, vous avez probablement des ratios arènes assez élevés. Et ce qui fait que là, vous pouvez aller cliquer votre partie basse des pics et puis ensuite, vous faites un swap arène. Alors, le swap arène, c'est l'inverse finalement des clics, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de maximiser le gain de l'arène en essayant, si possible, de faire un swap arène avec des prix, un prix le plus haut. Donc, vous faites vos clics au prix le plus bas et vous faites un swap arène le plus haut. Donc, actuellement, en partant du principe typiquement que les prix de marché continueraient à augmenter leur folle évolution à la hausse, on pourrait tout à fait se dire, tiens, je clique mes prix et puis en fait, j'attends que le marché augmente. Et plus le marché augmente, et paradoxalement, plus vous gagnerez d'argent en attendant au maximum pour faire votre swap arène. Donc, c'est une stratégie qui est potentiellement un peu risquée, mais si jamais vous avez déjà pris des prises de position plusieurs, 1, 2, 3, 4, en fonction de votre volume, à des moments importants, et que vous n'avez pas fait votre swap arène, là, vous avez tout intérêt à attendre que le prix de marché soit au plus haut, et là, ça pourrait être au contraire une excellente affaire. Donc évidemment, c'est un peu plus complexe, ça nécessite une maturité un peu plus importante, un peu plus d'exposition au risque, parce que évidemment, là, on part du principe qu'on a fait les clics et ensuite on fait le swap arène. Évidemment, si on a un swap arène qui se fait, par exemple, c'était l'inverse, l'année dernière, les prix marché étaient descendants. Donc, si vous faites vos clics à un niveau de prix et qu'ensuite le marché baisse, vous faites votre swap arène à un prix plus bas. Et donc, vous vous retrouvez finalement avec un bénéfice arène qui sera moins performant et qui ne permettra pas de récupérer l'intégralité du volume correspondant au prix de l'arène. Alors, sachant qu'en plus, vous savez qu'il va y avoir un écrêtement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez aussi surcouvrir un écrêtement arène. L'idéal étant, dans des cas d'école, de surcouvrir l'écrêtement au moment où les prix sont plus bas. Donc là, vous avez déjà une stratégie un peu plus complexe où vous pouvez lisser vos risques avec vos prises de position base pic avec différents clics, faire un swap marché au plus haut et surcouvrir l'écrêtement au moment où les prix sont plus bas. Donc là, vous êtes en captation d'opportunité maximale avec une exposition au risque qu'on ne met pas au plus fort parce que finalement, vous lissez aussi vos aléas. Donc, c'était la notion qu'évoquait Josépha tout à l'heure. Hein. Le but, c'est de répartir potentiellement les risques. Et en réalité, vous vous exposez un petit peu moins, c'est un petit peu moins la roulette russe que d'aller tout toper à un instant T, où là, finalement, une fois que vous avez cliqué, vous n'avez plus qu'à attendre et espérer que vous avez fait le bon choix. Une version un petit peu intermédiaire de tout acheter en prix marché, de faire un swap arène, c'est d'avoir un prix indexé arène avec un swap marché. Donc là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que finalement, vous n'allez couvrir que la base des pics, c'est-à-dire qu'une petite partie de votre fourniture, et vous allez swapper en marché que si, évidemment, le marché descend en dessous de l'arène, moins le prix de la capa, puisque vous savez que l'arène comprend peut-être que l'arène comprend la capa. Mais en réalité, on peut changer dans tous les sens, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre swap arène, vous pouvez très bien, enfin votre swap marché, vous pouvez très bien, si les prix remontent, refaire un swap arène. En réalité, si vous négociez bien les clauses de votre contrat avec votre fournisseur, vous êtes en capacité de faire, quelle que soit d'ailleurs votre typologie de prix, que ce soit une offre 100% marché avec swap arène ou une offre index arène avec swap marché, vous avez la possibilité de jouer avec entre guillemets évidemment, de jouer avec ces évolutions de prix pour pouvoir essayer de maximiser quand vous êtes sur des tendances marché de hausse, de baisse. Alors on peut suivre les prix, il y a des indicateurs qui permettent de savoir si on a des phases de hausse ou de baisse. Et grâce à ça, vous pouvez essayer finalement de maximiser, de jouer un petit peu avec cette arène tant que l'arène existe pour pouvoir essayer de faire baisser votre facture.
Une autre approche, au-delà donc des prix fixes pendant l'exécution de votre contrat, c'est d'intégrer une partie spot, comme l'a dit tout à l'heure aussi Josepha, c'est-à-dire que vous pouvez tout très bien avoir une partie laissée qui serait au spot, alors soit au-delà de l'arène, encore une fois, puisqu'actuellement l'arène est incontournable, donc ça pourrait être l'intégralité de votre base et de votre pic qui serait laissée au spot, ou bien couvrir une partie en base et laisser le reste au spot, ou avoir une partie base plus des produits trimestriels et le reste au spot. Donc finalement, on l'a dit tout à l'heure, mais ça peut être intéressant d'avoir cette approche, notamment actuellement on est dans une conjoncture où les prix à terme sont excessivement élevés, notamment pour l'année 2022. Donc en fonction de votre profil de consommation, et ça c'est valable d'ailleurs pour l'électricité ou pour le gaz, si jamais vous avez des profils assez stables, là, on sait qu'on risque d'avoir des prix élevés pendant quasiment tout l'hiver. On ne voit pas d'académie se dessiner avant l'été prochain. Mais ça peut être un pari de se dire, si vous avez des profils relativement stables, d'avoir les 3/4 de votre année, qui pourrait être à partir du mois d'avril, mai peut-être, avec des prix plus raisonnables en spot, qui ne tiendraient plus parce que l'approvisionnement en gaz, les stockages auraient été bons, on serait retiré de l'hiver. Et comme le montent les prix sur 23 et 24, on voit qu'ils sont un petit peu plus raisonnables. Certes, ils sont à des niveaux de prix élevés, mais pas aussi fous que sur l'année 2022. Donc, ça pourrait être tout à fait une possibilité d'avoir un prix qui serait laissé au spot, au moins pour une partie. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est typiquement la partie écrêtement à Rennes, qui sera décidée très tard. Si vous ne l'avez pas couverte déjà auparavant, ça pourrait être une approche. Donc là, en termes d'évolution, de complexité, bon, c'est pas si compliqué que ça en termes d'approche, parce que finalement, le prix spot, il se facture tout seul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décision à attendre, à prendre sur je swap, parce que j'achète maintenant, je fais des swaps euros. Finalement, le spot, vous suivez les prix de marché et puis c'est tout. Donc, c'est pas si complexe que ça. Ça demande un peu de maturité, notamment parce que, évidemment, la prévision budgétaire, elle devient très complexe. Mais finalement, c'est pas si complexe que ça en termes d'application. Sur la graphique du bas, on vous indiquait les différentes possibilités de spot. Alors que ce soit en gaz ou en électricité, vous avez la possibilité d'avoir des vrais spots horaires, c'est-à-dire qui sont proportionnels à la consommation, en fonction de ce que vous consommez vraiment chaque heure, chaque 10 minutes, plutôt chaque heure sur votre profil de consommation, ou avoir plutôt des produits apparentés spot, mais qui ne sont pas véritablement comme soit du month ahead ou des spots, c'est-à-dire en fait vous faites la moyenne des prix du mois qui s'appliquent à votre consommation. Donc, vous subissez moins en termes d'exposition de risque. Les fees sont un petit peu plus élevés pratiqués par les fournisseurs parce que vous faites la moyenne du prix spot sur le mois qui s'applique à votre consommation. Alors, le vrai spot horaire, c'est votre profil de consommation et chaque heure est facturée au prix du spot en fonction de ce que vous consommez. Donc, en fonction de cette nuance, déjà, il est en tête parce que, en fonction de ce que vous négociez avec votre fournisseur, vous n'aurez pas déjà le même fee qui sera proposé par votre fournisseur. Voilà, donc vous pouvez avoir cette partie spot et puis cette partie donc calendaire pour le reste. Et puis pour terminer donc, sur les différentes typologies de prix, la partie PPA, donc Power Purchase Agreement, présenté rapidement par Josepha au début. Donc là, on sait probablement le futur hein, quand on a des niveaux de prix actuels et puis même pour 23, 24, 25 qui sont très élevés, avec des coûts de production des énergies renouvelables qui sont stables et qui ne sont pas si élevés hein, proportionnellement. On parle de 60, 65 euros du mégawattheure en réalité pour acheter. Alors, la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, les producteurs d'énergie verte, forcément, s'ils peuvent vendre au marché à 100 euros, ils ne vont pas se priver, donc ils n'ont pas de raison d'avoir des contrats à long terme à 60 euros, 65 euros s'ils peuvent vendre à 100 euros du mégawattheure. Mais il n'empêche que c'est probablement l'avenir et l'après-ARENE, puisque l'ARENE doit se terminer au plus tard fin 2025. On a une petite sueur froide au printemps quand le gouvernement avait évoqué une fin anticipée de l'ARENE à fin 2022. Finalement, cette piste a été abandonnée et heureusement, compte tenu des niveaux de prix de marché actuels. Mais en tout cas, l'ARENE aura bien une fin et à un moment donné, il faudra bien trouver d'autres
d'autres sources de sourcing que subir complètement ces aléas de marché. Et donc, la partie PPA, avec différents types de PPA, d'ailleurs des PPA court terme ou des PPA, des PPA greenfield, c'est-à-dire où vous investissez dans des nouveaux actifs, mais sur du beaucoup plus long terme, ont vocation évidemment à se démocratiser, descendre un petit peu en gamme. L'Espagne commence à faire de plus en plus de PPA, donc gageons que ça arrivera aussi en France. Il faut trouver les mécanismes, notamment juridiques, administratifs, qui permettent de sécuriser, d'encadrer ces approches, mais le gouvernement aussi y travaille parce que ça fera partie des solutions de l'avenir. Donc, on peut donc associer ce PPA avec tous les autres mécanismes qu'on a vus précédemment, donc l'AREN, la base, le PIC. Donc, on voit même sur certains, bien sûr de l'AREN écrété, on voit même sur certains fournisseurs sur ce qu'on appelle des light PPA, où vous avez sur vos PPA toujours un droit AREN, donc ce qui peut paraître un peu bizarre, mais finalement ça remonte un peu à une garantie d'origine mais en tout cas ça permet d'identifier avec précision l'installation de production et d'avoir un prix défini qui ne soit pas dépendant des prix de marché. Donc ça, c'est une autre approche qui se démocratise. On a de plus en plus de clients qui s'intéressent à cette approche. Donc là, on vous a présenté rapidement les différents types d'achats structurés. Après, quand on parle de prix à clic, finalement, et ça peut être le piège aussi, c'est de savoir comment est-ce qu'on va choisir ces moments pour cliquer. Alors, on peut suivre les prix de marché et essayer de les repérer, mais c'est pas simple parce que l'expérience montre pour tout le monde que quand les prix montent, on attend, et finalement, on ne prend jamais une position et après, on regrette. Alors, il faut avoir une stratégie qui soit vraiment définie en amont, la partager avec sa direction financière, avec la direction d'entreprise, définir cette stratégie et autant que possible s'y tenir pour éviter les mauvaises surprises. Donc la stratégie de lissage, évidemment, c'est la plus simple, mais encore faut-il que la respecter et s'y tenir. Et donc typiquement, si tant est que, encore une fois, votre volume soit suffisant, eh bien, vous pouvez définir des périodes. Imaginons que vous avez un volume qui vous permet d'avoir peut-être 3, 4 clics, eh bien, vous pouvez vous dire que sur chaque trimestre, vous faites une prise de position. Et si à la fin du mois, vous n'avez pas saisi votre opportunité, enfin, de la période du trimestre, vous n'avez pas fait de prise de position, eh bien, à ce moment-là, quoi qu'il en coûte, eh bien, vous faites cette prise de position quand même vous êtes sur une trajectoire haussière. Ça n'empêche que vous pouvez aussi vous garder, par rapport à votre volume, aussi des clics d'opportunité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si les marchés sont baissiers, vous faites un premier clic, vous pouvez vous en faire un deuxième, et c'est l'intérêt de pouvoir quand même, évidemment, avoir cette possibilité d'avoir des prix clics. Et puis, c'est la moyenne, c'est la résultante des clics qui fera votre prix. Alors, ça ne sera pas le meilleur des prix, par définition, que si vous aviez tout topé au moment de la croix verte, mais ça lisse les aléas, c'est mieux que d'aller tout toper au dernier moment, la dernière prise de position de période 4, où là, c'est au point le plus haut. C'est évidemment une première approche, donc le lissage dans le temps. Ensuite, c'est de définir des prix planchers. Ici, on définit des prix planchers à la baisse. Alors là, quand on est sur des marchés baissiers, c'est intéressant. Donc, vous définissez un premier prix plancher. Si vous topez ce prix, vous en définissez un deuxième. Et puis, et après, une fois que vous avez topé ce deuxième prix plancher, vous en définissez un troisième, ainsi de suite. Donc, ça, c'est dans le cas favorable. Mais évidemment, ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir anticiper le fait d'avoir des prix plafonds qui sont impérativement à mettre, et c'est les fameux stop loss, et ils sont particulièrement importants à mettre en œuvre en ce moment. Et ces stop loss, ils sont définis notamment par rapport à des stratégies budgétaires, encore une fois, pour maîtriser son budget en se fixant une cible. Donc, on intègre les coûts de la fourniture, les coûts de l'acheminement, les taxes, on regarde son budget de référence et on discute avec sa direction pour savoir quels sont les coûts qui sont potentiellement admissibles et ça permet de définir ces plafonds stop loss, sachant qu'ils peuvent être adaptatifs, c'est-à-dire que typiquement, là on est dans une configuration, encore une fois un peu modèle, mais si jamais vous êtes défini un plafond à plus 5 €, si le marché à un moment donné descend au point plus bas que votre point de départ, et bien à ce moment-là, vous redéfinissez votre plafond à la baisse,
toujours avec cette marge de 5 €, de sorte qu'à un moment donné, quand le marché remonte et que vous allez toper sur un stop loss, mais vous aurez déjà fait l'économie sur toute la partie depuis le point le plus haut jusqu'au point le plus bas. Donc ça permet d'aller toper comme ça sur des points hauts, mais tout en ayant capitalisé sur des baisses. Donc en tout cas, cette stratégie de tunnel est véritablement à mettre en œuvre et évidemment, elle est à définir et à intégrer, à mixer avec la partie lissage des prix dans le temps, sachant que on peut le faire avec la base, on peut le faire avec le pic, on peut le faire aussi avec vos volumes arènes. Encore une fois, si vous avez notamment par rapport à votre volume, des ratios arènes assez importants, vous pouvez essayer d'aller, par exemple, lisser votre écrêtement arène en amont, et peut-être que vous avez finalement plus à toper sur l'écrêtement arène que sur vos volumes basse pic, puisque si on s'attend à ce qu'il y ait 30, 35, 40% d'écrêtement arène, si vous avez des ratios arène peut-être à 80, 85, 90%, ben finalement, vous allez avoir beaucoup plus à lisser sur votre écrêtement arène que qu'à toper les prix de base et pic. Donc, finalement, dans des volumes, quand on a des ratios arène élevés, ce sur quoi il faudra être attentif au-delà des prix de marché base et pic, enfin de votre sourcing base pic, ça va être l'écrêtement arène, et après à couvrir soit avec des sourcings, des swaps, soit marché, soit par haine, et éventuellement laisser une partie au spot. Donc vous pouvez mixer toutes ces approches avec votre fournisseur. Hein, ils sont avoir une partie spot, une partie écrêtement, une partie swap. Il ne faut pas hésiter à mixer ces approches. C'est ce qui vous permettra autant que possible de maîtriser un peu plus votre prix de fourniture et de subir un petit peu moins les évolutions de marché qui, de toute façon, ça, il faut faire avec, c'est un impondérable, et ça permettra au moins peut-être de subir un petit peu moins ces évolutions fortement à la hausse que vous connaissez actuellement. Donc, une façon de mesurer votre performance, et j'en terminerai avec cette partie-là avant qu'on s'intéresse la dernière partie sur les différentes composantes de coûts, c'est justement, vous pouvez mesurer votre performance en essayant de voir quelle est la moyenne des prix que vous avez cliqués, encore une fois, base, pic, arène, par rapport au moment où vous avez signé votre contrat. Évidemment, il faut bien prendre la moyenne de votre contrat de démarrage de signature et non pas la cotation, enfin, les débuts de la cotation, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas vous positionner avant d'avoir évidemment signé votre contrat. Ce qui m'amène à dire qu'effectivement, une des stratégies, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il faut absolument vous intéresser au renouvellement de votre contrat pour les années à venir, quand bien même vous êtes à échéance pour fin 2022, fin 2023. Non, il est grand temps de vous intéresser à 2024-2025 parce que aujourd'hui, 2025 est déjà coté et il ne faut pas attendre la fin de la période, arriver à l'échéance de votre contrat, comme on peut l'avoir sur certaines autres familles d'achat où finalement on se dit, bon, bah, ça y est, mon contrat est à échéance dans 3 mois, je lance un appel d'offres pour le renouveler. Non, autant que possible, j'ai presque envie de dire, avant que vous soyez déjà engagé jusqu'en 2025, c'est au moment où vous venez de signer votre contrat avec votre fournisseur pour les 2 prochaines années qu'il faut déjà s'intéresser au renouvellement pour les années ultérieures. Parce que c'est comme ça que vous serez en capacité de capter des opportunités, de lisser votre prix et puis d'être un petit peu plus serein et d'éviter les fortes marches d'escalier. Donc dernière partie et puis et ensuite si vous êtes on aura encore évidemment un peu de temps pour répondre à vos éventuelles questions. Josépha, je te relaisse la parole. Oui, merci Laurent. Alors on arrive au bout du timing qu'on s'était laissé. Je vais prendre encore quelques minutes pour vous parler de 2 axes complémentaires. Le premier concerne la partie acheminement et le deuxième concerne la fiscalité, puisque ce sont des éléments par lesquels vous êtes largement concernés pour optimiser vos dépenses. Donc la partie acheminement, c'est ce que vous reversez à Enedis ou à RTE en direct dans le cadre d'un contrat carte ou d'un contrat carte ou bien à votre fournisseur dans le cadre d'un contrat unique. Donc c'est une partie qui est réglementée sur laquelle on peut malheureusement rien négocier. En revanche, on peut l'optimiser. On a voulu être concret, donc vous avez ici un exemple. La courbe bleue, c'est la courbe de charge d'un site. Vous voyez sa consommation entre le 1er janvier 2019 et août 2020. Vous voyez que c'est un site qui avait une puissance souscrite qui était en bas de ce dont il avait besoin. Le fait de remonter cette puissance souscrite, ça permet de diminuer notamment tout ce qui est surcoût
qui correspond à des dépassements et qui permettait, par exemple, dans le cadre de ce site-là, d'effectuer une économie de près de 90 000 € par an. Donc, c'est non négligeable. En fait, ici, vous avez le cas où il faut absolument rehausser la puissance souscrite parce qu'il n'y a pas suffisamment de puissance sur le site. Il y a le cas inverse aussi. C'est un cas concret ici quand on parle des puissances. Il y a d'autres aspects. Hein. On peut aussi travailler sur les options de fourniture pour s'adapter au mieux au profil de consommation, aux options d'acheminement, pardon. On peut aussi travailler sur pourquoi pas des composantes de regroupement. On n'y pense pas assez souvent, mais le fait de regarder si on a des sites qui sont à proximité, calculer la distance et voir si c'est pas plus simple de se dire on essaye de les regrouper et on diminue les coûts d'acheminement. Voilà, c'est quelques exemples. Alors, probablement que c'est des choses qui sont déjà faites en partie hein, sur des sites industriels dans votre secteur d'activité. Généralement, c'est des choses qui sont maîtrisées et pilotées directement par les sites. Mais c'est important d'avoir en tête que c'est un levier sur lequel on peut aller et pas uniquement qu'en parlant des puissances, comme je vous le disais, il peut y avoir d'autres aspects qui sont aussi à creuser. Et je voulais parler aussi de la fiscalité, puisque de la même manière, c'est en tant qu'entreprise dans l'activité de fonderie ou en tout cas qui tourne autour de la fonderie, vous avez accès à des pistes d'optimisation en fiscalité. Alors, on a mis des exemples en électricité comme en gaz. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez accès à des exonérations, à des exemptions, soit vous avez accès à des taux réduits. Donc, on a répertorié les différents cas dans lesquels vous êtes en mesure d'obtenir ces optimisations. Ça peut être typiquement du fait de votre activité. Comme par exemple dans tout ce qui concerne les procédés métallurgiques. Ça peut être dans le deuxième cas, là on est sur des entreprises qui ont un coût énergétique et un coût de production qui est supérieur à le rapport entre les deux qui est supérieur à 0,5. Donc là c'est vraiment on mesure le poids de l'énergie dans le coût de production d'un produit. Le but de toutes ces optimisations fiscales, c'est de rendre ce secteur d'activité concurrentiel et notamment vis-à-vis des autres pays en Europe ou dans le monde, puisqu'on sait qu'on a un poids de la fiscalité qui est quand même important en France. Donc, si on veut continuer à avoir des industries concurrentielles, c'est important d'avoir ces leviers-là. Donc là, c'est typiquement ce qui est mis en place. On peut aller aussi sur d'autres exemples en ce qui concerne, alors c'est des choses qui sont peut-être un peu plus connues, tout ce qui concerne les taux réduits TICFE. Là, le principal aspect, c'est de vérifier. Alors, encore une fois, on vérifie l'impact de l'énergie dans le coût de production d'un produit. Là, c'est plus dans la valeur ajoutée. Donc, si vous avez une dépense en énergie qui est importante par rapport à votre valeur ajoutée, vous avez accédé à des taux réduits plus ou moins élevés en fonction des différentes conditions et de vos secteurs d'activité. Donc, ça c'est aussi des choses importantes à avoir en tête. Et notamment, si vous êtes concerné, c'est vrai qu'on rencontre parce que c'est des pistes. Hein, il y en a beaucoup qui sont déjà bien connues du monde industriel, que ce soit par les pouvoirs publics ou par les fournisseurs. Mais malgré tout, on fait régulièrement des missions auprès d'industriels qui sont multi-sites, multi-entités. Et on s'aperçoit que parfois, il n'y a pas grand-chose, mais des trous dans la raquette sur un petit site à droite, à gauche. Donc, c'est important de le regarder et de l'harmoniser parce que peut-être qu'il y a parfois des choses où on peut aller un peu plus loin. Et vous avez la même chose en gaz naturel, hein, des pistes d'exemption et d'exonération et également des pistes sur la partie taux réduit de TICGN qui vous permettent, en fonction de votre activité et de pourquoi est utilisé le gaz naturel, ça peut permettre d'aller chercher des taux réduits. Et quand on voit on parle de taux réduits ici de 1,60 € par mégawattheure avec un taux de TICGN aujourd'hui à 8,45 € par mégawattheure. Effectivement, l'écart, c'est non négligeable. Enfin, un dernier point, on voulait ouvrir sur d'autres aspects que la fourniture, que l'acheminement et la fiscalité, sur lesquels on peut aussi intervenir, on peut aussi optimiser en quelque sorte. Ça concerne à la fois les certificats d'économie d'énergie, donc ça c'est la possibilité d'aller chercher des financements. Vous avez la partie capacité sur laquelle il est possible également de travailler.
comme par exemple diminuer ou décaler des aspects de production, jouer sur la flexibilité pour permettre de diminuer votre coût de capacité. Et également la partie garantie d'origine. Donc là, c'est un peu la partie énergie verte. On parlait tout à l'heure des Corporate Purchase Agreements. C'est le premier pas vers de l'énergie verte, hein, la garantie d'origine, mais c'est aussi un coût qui peut être optimisé. Écoutez, on aura fait un long monologue sur cette partie-là. On arrive au terme de notre présentation. Du coup, je ne sais pas si ça appelle des réactions de votre part, des questions. Encore une fois, vu qu'on ne connaît pas votre situation propre à chacun, c'est difficile d'affiner. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Voilà, on essaie de se faire présenter quelques solutions de pistes d'économie dans ce contexte marché très fortement haussier, à la fois dans la stratégie achat ou dans l'optimisation des coûts annexes. On espère que vous y aurez appris quelques informations, que vous aurez retenu quelques astuces. Voilà, on est à votre disposition encore potentiellement jusqu'à 15 heures, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. À défaut, vous avez nos coordonnées qui s'affichent à l'écran. Vous pourrez toujours nous solliciter après coup, voilà, nous adresser un email ou nous appeler ou voilà, passer par l'ATF. Voilà, donc je m'adresse à vous, n'hésitez pas. Votre micro est potentiellement ouvert si vous le souhaitez. La présentation, elle sera partagée évidemment via l'ATF, donc pas de souci là-dessus. Voilà, elle est partagée avec l'ATF, donc elle sera probablement diffusée. Je ne sais pas encore de quelle façon, mais il n'y aura pas de souci, vous pourrez. Pardon, Laurent, merci beaucoup pour la présentation et ce webinaire tout d'abord. La présentation, oui, comme elle est enregistrée, elle sera mise à disposition pour les adhérents, donc sur le site, et pour ceux qui ont participé, le lien vous sera envoyé en direct sur votre adresse mail. Donc regardez votre mail au cas où, si vous ne l'avez pas dans les spams. On ne sait jamais, ça nous arrive des fois de se faire spammer. Donc voilà. Maintenant, donc je ne sais pas si vous avez vu, hein, vous avez ce petit micro sur le. Alors pour moi, il est en haut à droite. Vous avez vous avez un micro en rouge. Vous avez une main levée également. Si vous avez des commentaires ou pas, je vous invite également à. N'hésitez pas, hein, si c'était clair, Oui. pas clair, confus, un retour d'expérience à partager, voilà, par rapport à votre situation, votre perplexité par rapport à l'évolution des marchés, des pronostics aussi, hein, les pronostics sont ouverts sur les prix du mois d'octobre, sur l'écrêtement à Rennes, voilà, ou sur le gaz. On a beaucoup parlé d'électricité aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de sujets évidemment qui sont applicables au gaz. Voilà, on est à votre disposition. Sinon, écoutez, on nous restera donc à vous remercier pour votre attention. Et puis, comme on vous l'a expliqué, cette présentation qui sera partagée via l'ATF. Et puis, nous, on est à votre disposition également, le cas échéant, pour répondre à des questions que vous voudriez aborder en direct avec un des consultants de l'équipe. Ah, j'ai vu une question, pardonnez-moi, il y en a une qui est apparue. Alors, au vu de l'écart important entre CAL 2022 et 2023, pensez-vous qu'il est pertinent de se positionner dès maintenant sur 2023? Eh bien, j'ai envie de dire, potentiellement oui, c'est plutôt la tendance, même si on voit aussi que 2023 augmente aussi. Mais aujourd'hui, donc on sait que les prix d'électricité donc sont tirés, on l'a dit, hein, à la fois par le gaz et par le prix du CO2. Donc le CO2, on ne le voit pas baisser parce qu'on est déjà à 60 tonnes. Vous savez que le gouvernement et l'Europe a pris des engagements sur les réductions de CO2 d'ici 2030 avec moins 55% par rapport au référentiel de 90. Donc d'aucuns aimeraient qu'il soit à plus de 100 € la tonne. On le pronostique à relativement court terme à plus de 80 € la tonne.
Et on a vu à un moment donné, avant que justement le gaz ne ne prenne le devant en termes de poids, on a vu que le CO2 était un facteur véritablement fort d'évolution des prix de l'électricité. Donc ça va être vraiment un driver haussier. Ensuite, il y a le prix du gaz. Alors là, il y a sur l'année 2022, il y a le prix du CO2, mais il y a aussi le prix du gaz. Et pour le coup, la différence entre 22, 23 et 24, c'est probablement elle est liée à l'évolution du prix du gaz. Donc là, on a des prix très élevés pour 2022 parce que les stockages sont très bas, parce que Nord Stream 2, donc le gazoduc provenance de Russie, n'est pas encore mis en service, parce qu'il y a eu des problèmes sur les capacités de production, notamment en Norvège. Donc, on rentre dans l'hiver avec des prix très bas. Et donc, clairement, on va avoir un hiver assez difficile. Il faut espérer qu'il ne soit pas trop rigoureux et pas trop long. Sinon, les prix, effectivement, du gaz pourront encore monter. Et aujourd'hui, les prix de l'électricité continuent de monter parce que, justement, le temps passe et les stockages ne sont pas remplis. Et il se trouve que, voilà, on peut trouver ça bizarre ou pas, mais les prix de l'électricité sont définis par rapport au coût marginal de production. Combien même en France, on produit l'électricité à partir de gaz qu'à hauteur de 5%, et que c'est une bonne partie liée au nucléaire et à l'hydraulique, mais il n'empêche que voilà, c'est les prix de marché. Et donc aujourd'hui, les prix de marché sur 2020 sont très élevés. 2023 reflète davantage, on va dire, le fonctionnement normal aujourd'hui de l'offre et de la demande sur l'électricité et les prix du CO2. Et donc, ça augmente. Donc, pour moi, il y a quand même, on voit que ce potentiel de hausse pour 23 et 24, il est quand même très important. Donc, j'ai envie de dire, oui, ça pourrait être le bon moment de se positionner. Alors, pas forcément, encore une fois, en fonction de votre volume, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, pas forcément tout, mais ça peut vraiment être opportun de fixer une partie de votre fourniture, d'ores et déjà, de prendre un bon 25-50%. J'aurais tendance à dire, c'est peut-être bien de prendre 50% pour 2023 et 25% pour 2024, par exemple. Parce qu'au moins, on a déjà commencé à sécuriser ces volumes-là, que ce soit sur vos volumes, et ce serait déjà un bon premier pas. Il y a une deuxième question qui est sur comment est-ce qu'on choisit l'option d'assurance écrêtement. Alors, donc, l'écrêtement à Rennes, on vous dit c'est un vrai sujet, hein, c'est finalement un des éléments forts d'évolution de votre prix pour l'année prochaine. Donc, il y a des fournisseurs qui font, alors, il y a plusieurs possibilités hein, de gérer l'écrêtement à Rennes. La façon la plus simple, c'est d'y renoncer, c'est-à-dire c'est de demander à votre fournisseur de ne pas du tout intégrer d'AREN facialement dans votre contrat. C'est-à-dire que c'est le fournisseur qui s'en charge et il gère complètement l'AREN. Donc, vous ne subissez plus du tout, quel que soit le pourcentage réel d'écrêtement et quel que soit le prix de rachat du mois de décembre, c'est complètement en dollars pour vous. Alors, le problème, c'est que ça valait le coup de faire ce genre d'approche. Il y a en début d'année, quand on ne subissait pas ces niveaux de prix, les fournisseurs, là, ils étaient enclins à vous faire des offres de ce type-là, avec un surcoût, parce qu'évidemment, le fournisseur prend un certain risque, et on pouvait simuler ce surcoût que faisait le fournisseur, et ça pouvait avoir du sens de renoncer complètement facialement à l'AREN, même si bien sûr le prix était construit de l'AREN, et ça avait du sens. Aujourd'hui, renoncer complètement facialement à l'AREN, en fait, ça n'a plus aucun intérêt parce que finalement, les fournisseurs mettent des surcoûts tellement élevés que ça revient à supposer des coûts de rachat de 150 € et 45% d'écrêtement. Donc, en réalité, c'est plus tellement intéressant. Par contre, il y a d'autres possibilités encore, hein, on l'a dit, pour gérer cet écrêtement. Il y a d'avoir une assurance en euros, comme vraiment une assurance financière. C'était notamment ce que faisait pas mal Engie. Maintenant, ils ont tendance à moins le faire. Donc maintenant, le plus classique, et ce qu'on retrouve vraiment de façon courante, c'est de sourcer en amont l'écrêtement à Rennes en une ou plusieurs prises de position. Alors là, évidemment, on peut se poser la question, compte tenu des prix, si vous n'avez pas encore fait cette approche, avec des prix qui sont aujourd'hui à 125 € du mégawattheure, est-ce qu'il est encore opportun on va dire de sécuriser l'écrêtement à Rennes? Parce que finalement, l'intérêt de sourcer en amont l'écrêtement à Rennes, c'est d'anticiper sur le fait qu'au mois de décembre, les prix pourraient être élevés. Là, est-ce qu'on peut toujours craindre que les prix au mois de décembre, enfin je dis décembre, fin novembre, début décembre, lorsque la CRE annoncera le pourcentage d'écrêtement, seront aussi élevés qu'aujourd'hui?
on n'en sait rien. On peut vraiment se poser la question parce qu'on est à des niveaux de prix qui sont tellement élevés. Alors, même si c'est complètement fou, hein, parce que 100 € au printemps, ça me paraissait déjà le bout du monde. Là, chaque jour, quand on a passé la barre des 100 €, on se disait, bon, ça y est, maintenant on a 100, 105, et ça continue, 110, 115, 120, 125, on a eu 128 € en journée aujourd'hui, c'est complètement fou, donc on peut se dire jusqu'où ça s'arrêtera. On peut se dire que ça va forcément s'arrêter, parce que là, on arrive à la limite du soutenable pour l'économie, hein. Donc, en fait, ce qui peut se passer probablement, c'est que le gouvernement va prendre des mesures pour essayer de soutenir, de mettre en place des mécanismes financiers pour essayer de diminuer la facture énergétique. Alors, il va le faire de façon, il a déjà d'ailleurs commencé à le faire pour les particuliers, notamment pour les ménages les plus précaires. Il va probablement le faire au moins en partie pour les consommateurs tertiaires industriels. Après, quelle forme ça prendra? On sait déjà que ça ne prendra pas la forme d'une hausse du plafond de l'Arenh. Ça peut prendre une forme fiscale. La TVA, mais la TVA, peu d'entreprises sont concernées évidemment par la TVA puisqu'ils la récupèrent. Donc ça peut être des mesures fiscales, voilà, ou des mesures, d'autres types de mesures de lissage des prix, à voir ce qui peut être on va dire, inventé par nos gouvernements, mais évidemment, ils ont de plus en plus en tête cette question, puisqu'on voit bien, elle a vraiment ressurgi dans l'actualité, encore plus ces derniers jours, puisque là, ça fait déjà 3 ou 4 mois consécutifs que le tarif réglementé de vente de gaz prend grosso modo 10-12% chaque mois. Donc là, à l'approche de l'hiver, évidemment, ça va faire très très mal pour tous les ménages qui se chauffent au gaz. Donc tout le monde l'a en tête, tous les gouvernements réfléchissent à des mesures, et donc à voir ce qui va pouvoir être sorti. En France, en électricité, on a quand même l'ARENH qui protège grosso modo, une fois que le traitement est appliqué, à peu près 50% de votre fourniture. C'est déjà ça, mais ça veut dire qu'il y a quand même 50% autres de votre facture, de votre fourniture qui est exposée au marché. Et donc, quand les prix de marché passent de 40 à 120, ça fait x3 ça fait 300% sur la fourniture, ça fait beaucoup. Même si on a 50% qui peut bénéficier de l'ARENH et qu'il y a encore 50% liés à l'acheminement et aux taxes, ça finit par faire quand même une hausse budgétaire qui est significative. Voilà, ça c'était pour répondre à une autre question qui était apparue. Vu qu'il est 15 h, on va clore ce webinaire. Encore une fois, vous remercier pour votre attention. Et puis voilà, donc vous avez encore une fois nos coordonnées. N'hésitez pas à revenir vers nous le cas échéant. Et puis sinon, la présentation qui vous sera distribuée par l'ATF pour ce premier webinaire en partenariat entre EMIG et l'ATF. Donc, merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite une bonne journée et peut-être à bientôt. Merci à tous et bon après-midi. Au revoir.